Donc, aujourd'hui, en fait, si Catherine m'a invité, c'est pour parler de growth hacking. Et en fait, ça va être vraiment un mini-atelier où je vais vous présenter le concept, la philosophie. Je vais vous montrer en fait un cas pratique, un exemple simple. Et ensuite, je vous montrerai 3 petites astuces que moi j'utilise au quotidien et qui permettent en fait de mettre en application. Voilà. Alors, déjà, Catherine m'avait demandé la première chose d'expliquer qu'est-ce que c'est le growth hacking. Alors, il faut être vraiment très clair, le growth hacking, c'est pas quelque chose de complètement révolutionnaire. Il y a beaucoup de gens en fait qui se disent ouais c'est une nouvelle technique, c'est une nouvelle manière de faire du marketing. Non, pas vraiment. C'est juste en fait une rationalisation et puis aussi après une manière décomplexée de faire du marketing. Donc oui, Catherine, n'hésite pas après si le son revient, tu peux nous dire quelques mots. Donc en fait, moi la philosophie du growth hacking, ça m'a vraiment intéressé puisqu'en fait c'est un petit peu ce que j'ai moi en philosophie depuis le début, c'est l'efficacité maximale. C'est-à-dire qu'en fait ça donne une structure vraiment pour la croissance de son entreprise. En même temps en plus on ose casser les codes. Alors, casser les codes, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on va oser remettre en question ce que font les autres. Alors, après, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a pas mal de gens qui confondent growth hacking et hacking. Parce qu'en fait, en growth hacking, il y a vraiment 2 mots et 2 philosophies qu'on associe en même temps. D'un côté, il y a le growth, d'un côté, il y a le hacking. Et souvent, en fait, comme les gens retiennent que le hacking, ils retiennent que les techniques de spammer. Or, c'est pas du tout ça. Le principe, en fait, c'est qu'il y a vraiment 2 grandes notions. Alors, la première, en fait, c'est la notion de growth dans growth hacking. Là, le growth, en fait, c'est l'utilisation, en fait, d'une méthode qui va permettre en fait de cadrer et de structurer la croissance de son entreprise. En fait, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent, ou même des boîtes qui existent déjà depuis longtemps, qui ne sont pas capables de mesurer leur tunnel de conversion, de mesurer leur performance. Donc en fait, le growth hacking, par la partie growth, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va en fait structurer, cadrer, rationaliser, structurer en fait ses actions marketing et son développement. Et ça aide beaucoup les startups, des freelances, des indépendants, n'importe qui en fait, tout simplement, parce que ça va permettre de savoir où agir en priorité, ou utiliser ces ressources, et il y a aussi des méthodes de créativité qui sont mises en place. Alors, le principe, il est simple. On met en place un tunnel de vente. Un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, alors je fais pas YMCA là, c'est un tunnel de vente en forme d'entonnoir. On a aussi au début de l'entonnoir le nombre, par exemple, de visiteurs qui vont sur votre site internet. Ensuite, les personnes qui s'inscrivent à l'offre d'essai du site web. Ensuite, vous avez les personnes en fait qui prennent l'offre payante. Ensuite, les gens qui parrainent. Et ensuite, vous avez les moyens de les faire passer en renouvellement de contrat ou leur vendre un produit plus cher. Ça, c'est un exemple de tunnel. Mais un tunnel peut être différent. Par exemple, moi, dans le blogging, je dirais que c'est des gens qui viennent sur mon site internet, des gens qui souscrivent à ma newsletter, qui vont dans mon tunnel de marketing automation, qui lisent mes emails. Ensuite, des gens qui souscrivent à un abonnement d'une offre entrée de gamme. Moi, par exemple, j'ai un produit à 7 €. Et ensuite, les gens qui passent dans mon tunnel supérieur à un abonnement à 25 € par mois ou des formations à plus de 100 €. Et le parrainage, en fait, la viralité, c'est les gens qui souscrivent au tunnel au programme d'affiliation. Voilà. Donc ça, en fait, ce tunnel, en fait, doit être capable d'être appliqué à la plupart des entreprises. Donc c'est le fameux tunnel qu'on appelle AAR, donc acquisition de trafic, activation des prospects, rétention, recommandation et revenus. Donc en fait, on a comme ça ces 5 éléments du tunnel et ça permet en fait comme ça de structurer son activité et savoir où en fait on va agir en priorité. Le premier réflexe, quand on va mettre en place ce tunnel AR et donc cette philosophie growth, c'est qu'on va analyser d'abord son tunnel et savoir, OK, où je vais avoir un impact maximum. Parce qu'en fait, souvent, les gens se disent, si je veux faire plus de chiffre d'affaires, il faut que je fasse plus de prospects. Or, c'est pas souvent le cas. Et je vous montrerai après un petit exemple où c'est pas en ayant plus de prospects qu'on va faire plus de chiffre d'affaires, mais plutôt en améliorant certains points de du tunnel de conversion. Voilà, donc ça c'est la première partie dans growth hacking. Il y a growth, c'est cette partie d'optimisation du tunnel de vente. En fait, c'est pas quelque chose non plus qui est ancien, c'est pas quelque chose plutôt qui est nouveau, c'est quelque chose qui est ancien, parce qu'en fait tout simplement c'est l'utilisation aussi des techniques de développement agile, ce qu'on appelle les méthodes Scrum. C'est-à-dire qu'en fait on va travailler en petits sprints, c'est-à-dire quand on va lancer une action, on va lancer l'action et au bout d'une semaine,
généralement c'est des sprints d'une semaine, ou parfois c'est 2 semaines, c'est 3 semaines, mais bon, là dans le cas de figure, on va partir sur des sprints de 1 ou 2 semaines, et sur ce sprint de 1 ou 2 semaines, on voit qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc le growth hacking, c'est ça. On regarde son tunnel, on voit où on peut agir au maximum pour améliorer les conversions, améliorer la transformation, et ensuite, tout simplement, on va mettre en place un certain nombre d'actions qu'on va sélectionner via une méthode. En fait, c'est une méthode de créativité qui s'appelle la méthode ICE. Donc, on va donner des notes et choisir les idées. On fait un petit business plan très, très rapide. Et ensuite, tout simplement, on mesure les résultats derrière. Voilà. Ça, c'est vraiment la philosophie growth en growth hacking, un tunnel des ventes, une méthodologie pour tester rapidement et mesurer, et lié à cela, avoir un esprit analytique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est mesurer combien ça me rapporte. Et pour ça, on va utiliser Google Analytics ou des outils de tracking, comme moi, par exemple, j'utilise Link Tracker, mais aussi ClickMeter, comme ça. Voilà. Ça, c'est la première philosophie dans growth hacking. La deuxième philosophie dans growth hacking, c'est hacking. Alors, hacking, qu'est-ce que c'est? C'est souvent, en fait, ce qui ressort le plus. C'est-à-dire que c'est la partie un petit peu sulfureuse, la partie un petit peu magique du growth hacking. Ce sont toutes ces parties, d'ailleurs, c'est comme partout, hein, on retient jamais tout le travail quand fait une personne, un acteur, entrepreneur. Parfois, on dit, ouais, Google, c'était un super succès, Airbnb, c'était un super succès, mais en fait, ces entreprises-là, parfois, ont mis des années avant de fonctionner. Donc en fait, la partie hacking est souvent la partie la plus sexy parce que c'est vraiment des trucs et astuces qui font rêver, qu'on se dit ah ouais putain si j'avais pensé moi aussi j'y serais arrivé. Donc le hacking, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser des méthodes un petit peu astucieuses qui sont parfois à la limite du système, qui permettent en fait de développer sa croissance beaucoup plus rapide. Alors souvent en fait le growth hacking fonctionne bien quand on a une entreprise qui est leader, qui fait grosso modo 80% du marché ou 50% du marché, et donc en fait le but c'est d'aller travailler sur ces clients-là, ces prospects-là, et aller lui tondre la laine sur le dos. En fait, le but, c'est d'aller prendre quelqu'un qui a vraiment un monopole et d'aller récupérer son business. Donc, le hacking, c'est souvent considéré comme ça. C'est OK, je mets en place des techniques qui vont me permettre d'aller détourner le système. Alors après, bien entendu, vous aurez plusieurs types de growth hacking. Vous aurez le type growth hacking comme en SEO, hein, du white growth hacking, du grey growth hacking et du black growth hacking. Alors, qu'est-ce que c'est le black growth hacking? C'est tout simplement des gens qui spamment. En fait, le growth hacking est souvent pris comme une couverture, en fait. Hein. Les gens se cachent derrière en disant ouais, non, mais je fais du growth hacking. Non, mec, tu fais pas du growth hacking. Ce que tu fais, c'est que tu es en train de pomper des adresses email sur LinkedIn, de pomper des adresses email sur des forums, de pomper des adresses email à droite à gauche pour ensuite spammer les gens. Et ça, en fait, c'est un petit peu à chaque fois ce que pensent les gens. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu comme ça un billet sur LinkedIn d'une personne qui disait voilà, faut-il faire du growth hacking ou du social selling? Et le mec disait voilà, le growth hacking c'est récupérer des emails frauduleusement, c'est envoyer 100 000 emails et sur 100 000 emails on aura un taux de 0,1%, et donc avec ce taux de 0,1%, qu'est-ce qu'on va faire après derrière? On va essayer de vendre, on va essayer de faire du parrainage, etc. Ça, c'est des gens qui n'ont pas compris ce que c'est le growth hacking ou qui ont retenu que la première partie. Ça, en fait, cette partie-là, moi, je suis clairement contre parce que c'est illégal. Après, on peut se dire tant que t'es pas pris, ça va. Mais la deuxième chose, en fait, c'est que il va y avoir une loi qui va arriver, la loi GPDR, qui va sortir le 28 mai prochain, qui va renforcer en fait les contraintes au niveau des emails spam. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de contraintes là-dessus. Les gens qui commencent à spammer vont être touchés. En plus, moi je dis toujours que pour construire une bonne réputation, ça prend des années sur Internet, mais la détruire, ça prend quelques minutes. Donc en fait, spammer les gens, c'est pas la bonne solution. Alors, certes, je peux le comprendre. Pourquoi je peux le comprendre? Parce que quand on est une petite entreprise, qu'on débute et qu'on a mis toutes ses économies, toute son énergie dans une boîte, on veut mettre en place des techniques un petit peu. On est prêt à tout simplement pour réussir parce qu'on a 6 mois de trésorerie, 9 mois de trésorerie, et puis on essaye un peu de tout. Et ça, en fait, c'est vraiment un plan à court terme et c'est pas ce qui doit être fait. Donc, voilà. Donc ce que j'appelle moi le black growth hacking, c'est des gens en fait qui ont pas forcément très bien compris ce que c'était le growth hacking, ou alors qui s'arrangent à le prendre comme une couverture en disant non mais je fais du growth hacking, je suis growth hacker, etc. Et je m'amuse à spammer tout le monde en dehors des règles parce que je suis plus malin. Je dis toujours, c'est comme si quelqu'un qui a une voiture s'amuse à rouler à 180 à l'heure sur l'autoroute, très bien, il peut rouler à 180 sur l'autoroute. La bagnole elle est faite pour ça, de toute façon il a les clés. Sauf que s'il y a quelqu'un qui déboîte à un moment donné et qui rentre dedans, bam, c'est l'accident et il sera responsable
de la mort de plusieurs personnes, il peut même devenir complètement handicapé, etc. Et au mieux, s'il se fait comment dire, arrêté par la police, eh ben, il a un retrait de permis, il ne pourra plus rien faire. Donc en fait, c'est comme ça. Les personnes qui sont black growth hacking, à un moment donné, ils se feront attraper. De toute façon, c'est comme en voiture, si vous êtes à 180 tout le temps, ben, vous aurez à un moment donné un contrôle. Donc après, il y a le grey growth hacking. Le grey growth hacking, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement des techniques un petit peu limites, mais qui sont tout à fait acceptables. Par exemple, je peux vous donner des deux d'ailleurs, je vous donnerai des exemples après, qui sont un petit peu d'essayer de détourner le trafic d'autres personnes, ou alors d'utiliser LinkedIn à des fins qui sont autorisées, mais qui sont un peu d'automatisation. Voilà. Bah, d'ailleurs, même un exemple simple. Un exemple simple, c'est tout simplement, vous avez un compte Twitter, vous repérez les comptes Twitter d'influenceurs dans votre thématique ou de concurrents dans votre thématique, et hop, vous faites une annonce, vous les suivez sur Twitter avec un outil qui s'appelle Autofollow, que moi j'utilise, hein, c'est un petit outil d'ailleurs que je peux lancer là comme ça. Donc c'est un outil qui permet en fait d'aller faire du follow automatique, et ensuite vous associez ça à un outil de message automatique sur comment dire, voilà, c'est hop, le petit utilitaire s'appelle, le petit utilitaire sur Twitter s'appelle Twitter Mass Follow. Et donc avec ça, en fait, vous allez pouvoir suivre en automatique des gens. Et après ça, vous utilisez un outil comme par exemple Codefire. Et avec cet outil Codefire, vous avez la possibilité d'envoyer un message de bienvenue automatique. Donc voilà, ça c'est un truc très simple à faire. Ça, c'est une grey, c'est juste automatiser des tâches qu'on va pas faire à la main. Et après, vous avez le white growth hacking. Alors le white growth hacking, qu'est-ce que c'est? C'est des techniques qui sont on va dire quasi banales, c'est juste un petit peu plus de créativité qui permettent d'y arriver. Voilà. Je donnerai un exemple en dehors du marketing. Hein. Le white growth hacking, c'est par exemple Dick Fosbury, qui a révolutionné la manière de faire du saut en hauteur avec son fameux flop où il passe en fait par derrière et qui a été utilisé par tout le monde depuis. C'est également par exemple Craig Lemon, dans le domaine du sport, Craig Lemon qui a utilisé un vélo en fait de course, mais pas de course classique de Tour de France, mais utiliser un vélo de type endurance avec un casque profilé, etc. Et c'est grâce à ça qu'il a battu Fignon au Tour de France, parce qu'il était meilleur au contre-la-montre et il avait un vélo, il avait tout le casque, etc., etc. Si je reprends le symbole du vélo, c'est comme si on disait, voilà, un growth hacker, ce serait Greg Lemon dans ces cas-là. Par contre, un white growth hacker, un black growth hacker, lui, qu'est-ce qu'il ferait? Il se doperait, il mettrait le PO comme Richard Virenque et tous ces gens-là, et il tricherait. Donc voilà, c'est ça un petit peu ces différentes philosophies. C'est comme dans le référencement, c'est comme dans le SEO. Voilà. Donc après, Catherine m'a demandé, je pense que Catherine ne s'est pas encore rejoint, Catherine m'a demandé de vous donner 3 astuces simples en fait de growth hacking. Et après, je vous montrerai en fait l'application de la méthode avec un cas pratique que j'ai fait. On verra comment, à partir d'un site web et d'un cas donné, on va pouvoir améliorer les conversions en utilisant la méthode de growth hacking. Alors, 3 astuces simples. J'en ai déjà parlé il y a quelques secondes, mais LinkedIn est vraiment un outil qui est exceptionnellement intéressant lorsqu'on est dans le B2B. Moi, j'utilise un très bon outil qui s'appelle LinkedIn Helper. Alors, vous tapez LinkedIn Helper. Il y a un autre outil qui s'appelle The Inviter, qui a été fait par la communauté Growth Hacking France. Je crois que ça doit être Camille Bess qui l'a fait. Donc, LinkedIn Helper, c'est un petit outil qui vaut $7 par mois, grosso modo. The Inviter doit être un produit gratuit, mais je le trouve un petit peu moins pratique. Mais en tout cas, moi, voilà, j'utilise cet outil-là. Alors, à quoi ça sert? LinkedIn Helper, c'est un outil très simple. Il va vous permettre, en fait, de faire un suivi, un ajout automatique des personnes selon les critères du moteur de recherche de LinkedIn. C'est-à-dire que vous tapez, par exemple, si vous ciblez les directeurs commerciaux, vous tapez directeurs commerciaux, vous faites un filtre sur contact de second et de troisième degré, vous choisissez par exemple le pays, la France, et donc vous lancez votre recherche, ça vous met dans la recherche X milliers de personnes, ensuite vous cliquez sur le petit bouton LinkedIn Helper et vous faites mass contact. Et enfin, c'est pas mass contact, je ne sais plus quelle est la fonction, mais en tout cas, il va rechercher en fait, il va ajouter toutes les personnes qui sont dans cette liste-là. Et bien sûr, il va vous faire un petit message d'invitation. Alors moi, le mien, je vais essayer de le faire un petit peu, hop, je vais essayer de vous le lire, hop, pour que ça vous parle un petit peu plus.
Voilà, donc je vais sur mon LinkedIn. Donc je vais donc en fait sur la page de recherche, voilà, et en fait je vais sur mes Connect Second Contact in Search et en fait tout simplement j'ai un message d'invitation. Et le message d'invitation c'est bonjour et ensuite il y a une requête en fait qui est marquée first name, donc c'est prénom. Donc je dis bonjour par exemple Frédéric. Puis-je vous inviter à rejoindre mes contacts? Merci et bonne journée. Et en fait, tout simplement, ce message-là va être automatiquement invité, enfin envoyé. Et donc, en fait, je dis maintenant, on continue depuis la dernière page de recherche. Et là, en fait, LinkedIn Helper va se lancer de manière automatique sur cette cible-là. Donc, l'intérêt, il est simple. C'est très simple. Moi, je vais, en fait, je vais d'ailleurs l'arrêter là parce que ça fait un peu balancer d'un parler. Donc, en fait, je vais pouvoir inviter comme ça des gens en masse cible selon la profession. Et donc, tac, je vais récupérer ces contacts-là. Alors après, il y a deux choix. Le premier cas de figure, c'est votre message d'invitation, il est suffisamment sympa, honnête et droit. Et en fait, les gens vont accepter. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez utiliser dans LinkedIn, vous allez en fait dans le menu, hop, je vais vous dire tout de suite, dans le menu en haut, qui est le menu, hop, ici, avec votre profil, et vous allez dans Préférences et confidentialité, vous descendez dans Information de base, et vous allez obtenir les archives de vos données, et là, vous cliquez sur Fichier rapide uniquement, et là, vous cliquez sur le bouton Demander les archives, et vous allez recevoir par email, en fait, les coordonnées de vos contacts qui ont accepté la mise en relation avec vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment super simple. Vous allez obtenir donc les coordonnées de ces gens-là et vous allez pouvoir leur envoyer un email en disant voilà, c'est ce que je fais moi deux fois par an, à peu près au niveau du premier plan et avant l'été. Je leur envoie un email à ces 15 000 personnes que j'ai en contact ou 17 000 personnes que j'ai en contact et je leur dis bonjour, nous sommes en contact sur Facebook. Je me permets de vous écrire parce que nous sommes en contact sur LinkedIn ensemble et je vous souhaite tout d'abord de bonnes vacances. Moi, je vais partir en vacances la semaine prochaine. Si je suis aussi en train d'écrire par exemple un livre, je viens de sortir une formation, j'ai sorti un livre blanc, etc., etc. Je pense que ça pourrait vous intéresser, blablabla. Bla, bla, bla. Et ensuite, je finis, si ce message vous a choqué, vous a ennuyé, dites-le moi et je vous enverrai plus jamais de message. Vous voyez. Donc, un petit message comme ça qui vous permet d'aller exploiter votre base contact sur LinkedIn. Alors, je crois qu'on peut arriver à 30 000 contacts sur LinkedIn avec un profil. Donc, c'est quand même assez sympa de pouvoir récupérer comme ça des contacts. Moi, si je regarde mon petit LinkedIn Helper, là, en l'espace de, allez, j'utilise depuis quelques mois, semaines, mois déjà. Je suis déjà à plus de 5000 contacts ajoutés et ciblés, hein, bien sûr. J'essaie de ne pas cibler les personnes qui ne sont pas dans mon contexte. Alors, en complément de ça, je vous donne aussi une autre petite astuce que je fais. Ma seconde astuce, en fait, tout simplement, c'est alors une question de Catherine qui me dit est-ce que je suis sur LinkedIn Premium? Non, je ne suis pas sur LinkedIn Premium. J'utilise que la fonction de base. Je n'ai pas de compte Premium. J'ai utilisé une fois la fonction Premium, mais c'est tout. Donc en fait, c'est compte standard, utilisation standard, le truc qui tourne toute la journée, il se fait tout seul. Je lance le soir pendant que je fais autre chose, je lance la journée pendant que je fais autre chose, etc. Alors en complément de ça, encore une fois, là on est dans du growth hacking, mais version white. Même, je ne sais même pas si c'est du white parce que c'est tellement évident. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la sélection des gens qui ont été automatiquement sélectionnés. Après, je les invite dans un groupe privé. Et par exemple, j'ai un groupe privé qui s'appelle responsable de l'expérience client. Parce que c'est ma cible, tout ce qui est directeur de centre d'appel, responsable de centre de l'expérience client, responsable de la transformation digitale. Je les ajoute dans ce groupe-là. Généralement, j'ai un bon taux d'invitation parce que d'acceptation parce que j'envoie quelques jours après avoir fait l'ajout sur LinkedIn. Et après, grâce à ce groupe-là, en fait, j'envoie des invitations à mes différents web séminaires. Parce qu'en fait, l'extraction de contacts depuis LinkedIn, il faut savoir que on peut le faire comme je disais 2 fois par an. Et les communications régulières sur LinkedIn sont très peu vues par vos contacts. Par contre, s'ils ont un message depuis le groupe, là tout de suite, ça donne beaucoup plus d'efficacité. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça. C'est un petit truc en plus quand vous faites de l'ultra ciblé sur vraiment de la profession B2B à valeur ajoutée. Ça permet comme ça d'avoir un message régulier. Alors, je rappelle quand même que sur les réseaux sociaux, voilà, ça. Pour moi, j'ai une philosophie, ce que j'appelle moi les 4C, hein, les 4C du networking sur le web.
et sur LinkedIn en particulier. Il y a le contact. Le contact, c'est ce que j'ai dit il y a 2 secondes. On va entrer au contact avec les gens. On va tout simplement les ajouter de manière ciblée. On va pas faire du mass et invite en veux-tu, en voilà. Deuxième chose, on va publier régulièrement du contenu. Alors, pourquoi on va publier du contenu? Parce que certaines personnes vont voir notre actualité, certaines personnes se connectent régulièrement sur LinkedIn, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a certains qui viennent régulièrement. Donc moi, je poste à la fois des actus, des liens qui sont synchronisés depuis mon blog, mais également je publie des articles de blog LinkedIn. Voilà, ça c'est pour être visible de manière régulière auprès d'une cible de gens qui vont régulièrement. La troisième chose, tout simplement, je propose du contact direct, et donc en fait c'est ce que j'appelle le conseil, c'est-à-dire que je vais envoyer un email à ces gens-là, parce que il y a plein de gens qui vont pas aller sur LinkedIn depuis des semaines ou des mois, et donc forcément ils verront jamais mon message. Donc voilà, ça c'est un truc important. Le quatrième point, bien sûr, c'est la commande. Et une fois qu'en fait que j'ai envoyé cet email, le but c'est d'aller convertir les personnes, puisque c'est pas tout de leur envoyer des messages. À un moment donné, il faut convertir tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment simple. La deuxième astuce, c'est une astuce que j'explique tout le temps et que pourtant trop peu de personnes font, et pourtant c'est vraiment simple, c'est d'aller en fait, entre guillemets, voler le trafic de ses concurrents. Alors, quand je parle voler, c'est pas non plus aller partir avec un pied de biche et les fracasser un bureau, c'est tout simplement se dire ok, mes concurrents en fait ont un site internet qui génère du trafic sur un certain nombre de mots-clés. Et donc qu'est-ce que je fais? Et bien tout simplement, j'utilise des outils comme Ahref, des outils comme SEMrush. Alors mon petit préféré c'est SEMrush. SEMrush me permet en fait d'identifier sur un site internet concurrents, quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de trafic et quels sont les articles, c'est-à-dire les pages en fait qui génèrent le plus de trafic, et éventuellement les liens qui pointent vers cette page-là. Donc le principe est très simple. Vous voyez un concurrent qui a beaucoup de trafic sur un mot-clé qui est stratégique, vous allez repérer cette page-là, ce contenu-là, et vous allez faire un contenu qui va être supérieur en termes de mots, et qui va être supérieur en termes de liens externes et de partage sur les médias sociaux. Un exemple très simple, vous avez un concurrent qui est très présent sur un mot-clé ABCDE, il a un petit article qui fait 500 mots, 700 mots, vous voyez qu'il y a quelques liens qui pointent, qu'est-ce que vous faites? Vous allez écrire un article avec un mot-clé relativement similaire, mais qui va être 2-3 fois plus important. Si la personne a 700 mots, vous allez faire un truc à 2000 mots. Ensuite, vous allez mettre des liens depuis différentes pages de votre site internet vers cette page-là, pour lui donner de l'importance. Et ensuite, vous allez aussi essayer de récupérer des liens vers cette page-là. Comment on peut faire? On va faire des articles invités, on va aller le publier sur les médias sociaux, pourquoi pas demander à quelqu'un de rajouter un lien vers cette page-là si vous avez un partenaire, etc., etc. Donc, vous allez faire remonter en fait cette page-là et vous allez capter comme ça une partie du trafic de votre concurrent. Voilà, c'est vraiment très simple à faire. Il y a pas de choses très très compliquées là-dessus. Voilà. Alors après, il y a aussi des possibilités, comme je disais, là on est plus dans du black, c'est aussi de nuire aux gens. Vous avez des sites comme Fiverr qui vous proposent de créer genre 10 000 ou 15 000 backlinks sur pour un mot-clé ou une URL. Ça c'est typiquement du black hat, c'est-à-dire que vous allez demander à quelqu'un de faire des liens pourris sur une URL pour la dégrader. Ça, c'est des choses que moi je ne fais pas, que je ne recommande pas, et c'est pour montrer un petit peu la différence. Le grey ou le white, on va véritablement pousser, faire du positif. Le black, on va essayer plutôt de faire des choses qui vont être dégradants et qui sont pas du tout dans la légalité. Donc voilà, c'est pour vous donner un autre exemple, puisque ça m'est venu en mémoire, puisque c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un de mes collègues, qui est dans un univers très très concurrentiel. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a quelqu'un qui lui a créé des milliers de backlinks sur une page, sur des forums chinois, russes et compagnie. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai ma page star qui est en train de plonger, et en fait, c'était lié à ça. Voilà. Et il s'est rendu compte qu'il avait des backlinks qui étaient arrivés en mort là-dessus. Alors, je vous explique pas un petit peu la situation. Voilà. Alors, là, je vous ai parlé de 3 astuces. La troisième, je vais aller assez rapidement parce qu'après, je voudrais vous montrer un cas pratique. La troisième astuce, en fait, c'est d'utiliser en fait les mots-clés de ses concurrents, ou en tout cas des mots-clés de marque
pour aller capter un petit peu de trafic. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé chez un éditeur de CRM pendant plusieurs années et en fait c'était un CRM qui était multimarque, qui pouvait s'intégrer avec plusieurs ERP de différentes marques. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentré pour créer des pages bien référencées sur des mots-clés qui étaient liés aux ERP sur lesquels on se couplait. C'est-à-dire que j'ai créé plein de pages sur le site qui s'appelait par exemple module CRM pour Cegid, module CRM pour Sage, module CRM pour Exact, etc., etc. Et ça en différentes langues parce qu'on avait la France, on avait la Suisse, on avait la Belgique, etc., etc., etc. Donc là, c'est un petit exemple simple. Même si on n'avait pas vraiment, on n'était pas un vrai module pour ces marques-là, j'ai quand même créé des pages qui permettaient en fait d'être positionné sur ce mot-clé-là et d'aller capter ce trafic-là. Et comme ça, en fait, tout de suite, par exemple sur des pays comme la Suisse, grâce à cette action qui était vraiment toute simple, on a réussi, en l'espace d'un mois, à avoir comme ça une ou deux demandes régulières de gens qui disaient ouais, je suis utilisateur de machin, je vois que vous avez un module CRM pour telle marque, ça m'intéresse parce que justement j'utilise le produit et le module natif il n'est pas terrible, donc qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Donc ça c'est un truc très simple, on va travailler de manière intelligente et sélectionner les bonnes choses à faire. Voilà. Dans le même ordre d'idée, bien entendu, c'est de faire de la pub Google AdWords sur les mots-clés de ses concurrents, sans citer la marque dans l'annonce, on reste dans la légalité encore une fois, puisque là encore une fois, on peut voir des différences entre les gens qui font du black hat et du grey. Le grey, quelqu'un qui va être dans les limites de la légalité, va acheter les mots-clés, va faire une annonce en disant voilà le meilleur CRM ou tester ce CRM qui est vachement génial. Donc quelqu'un qui est dans le black, et ça je le vois, je l'ai vu surtout comme je disais, dans le domaine du CRM qui est un domaine très concurrentiel, des gens qui mettaient alternatif A ou moins cher que bidule. Ça se fait beaucoup en fait aux États-Unis et ils utilisent beaucoup cette technique-là qui est interdite en France en fait. Voilà, le dernier point en similaire, tout simplement, c'est d'aller cibler sur Facebook les pages en fait de vos concurrents. Moi, je l'ai fait en fait dans le domaine du web marketing. J'ai lancé il y a quelques mois de cela une opération sur quelques pages qui étaient liées à mathématiques sur le web marketing. Et donc, j'ai lancé une petite opération. Ça m'a coûté, ça a dû me coûter une cinquantaine, soixantaine d'euros et ça m'a rapporté 300-400 euros. Donc c'était quand même un ROI qui était assez intéressant. Bon après j'ai un peu épuisé la cible parce que c'était pas facile d'avoir beaucoup de résultats, etc. Mais bon, c'était une petite opération comme ça mange pas de pain, ça m'a pas pris beaucoup de temps et comme ça j'ai ciblé les pages de mes concurrents. Donc assez sympa, facile à mettre en place. Il suffit que vos concurrents aient grosso modo 10 000 fans et là en fait vous êtes capable d'aller annoncer sur leur page. Voilà. Donc ça c'était les trois petites astuces. Une autre question que m'a posée Catherine. Ah oui, Catherine, tu es toujours là. Donc, une quatrième question, c'était comment mettre en place la démarche. Alors, je crois que ça doit être ça. Comment mettre en place la démarche en fait de growth hacking. Alors, je vais donner en fait une démarche qui est vraiment simple. La démarche growth hacking se fait grosso modo en 5 étapes. Alors, quelles sont ces 5 étapes? Comme je le disais, on va utiliser le fameux tunnel qu'on a vu auparavant, le tunnel A. Le premier, en fait, tout simplement, c'est d'aller identifier le problème. C'est-à-dire où, en fait, je dois agir en priorité. Et comme ça, en fait, on va utiliser d'abord le tunnel pour savoir où on peut agir. Une fois qu'on a fait ça, on va lister les solutions possibles pour résoudre ce problème. Et en fait, on va pas se restreindre, on va utiliser des méthodes de créativité, soit en groupe, soit essayer de rechercher sur Internet, etc. Troisième chose, une fois qu'on aura mis toutes ces idées, parce qu'il ne faut pas se retenir, au contraire, il faut vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire et prendre des idées qu'on a retrouvées ailleurs, etc. On va prioriser ces idées, tout simplement. Prioriser ces idées, c'est-à-dire qu'on va donner une note entre la difficulté, la facilité, etc., pour réussir cette action. Ensuite, on va tester rapidement une idée, parfois 3 quand c'est des trucs super rapides, c'est des quick and dirty, on va le faire en 2 secondes. Et ensuite, on mesure et on va analyser les résultats. Et puis, bien sûr, après, on pourra garder ces résultats pour plus tard. Donc, voilà, c'est ça, en fait, qu'on va mettre en place. Donc, comme je disais, la base, c'est le tunnel AARR. C'est-à-dire qu'on va modéliser son cycle de vente avec l'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation, les revenus. Voilà. Et suite à ça, en fait, on va voir où ça pêche et on va essayer de travailler là où ça pêche. Voilà. Alors, je vais donner en fait un petit exemple. Alors,
Le premier point, en fait, c'est de partir de la situation. Moi, je vais vous donner en fait le cas de figure que je prends. Hein, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est mon site qui s'appelle comparatif-crm.com. Comparatif-crm.com, c'est un site internet que j'utilise pour faire de la génération de leads dans le domaine du CRM. Donc, la modélisation du tunnel, hein, AR, se fait très simplement de la manière suivante. Acquisition, qu'est-ce que c'est? C'est le trafic du site hein, et les mots-clés. Parce qu'en fait, c'est ça qui me permet d'avoir des mots-clés. Ensuite, qu'est-ce que c'est que activation? C'est les leads que j'ai acquis. C'est-à-dire que sur le nombre de personnes qui viennent sur le site, combien m'ont laissé leurs coordonnées. Voilà. Ensuite, rétention, qu'est-ce que c'est? C'est les formulaires de demande d'information et les taux de lecture de la newsletter. Voilà. Enfin, newsletter, c'est du marketing automation. Ensuite, c'est la recommandation. Donc, recommandation, c'est est-ce que mes livres blancs, mes articles, etc. sont transférés à des contacts. Alors là, actuellement, je ne l'ai pas mis dans le programme, donc en fait, il n'y aura pas de cette étape-là, donc je pourrais l'apparaître. Et dernier point, c'est revenu. Revenu, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de leads chauds que je transmets à mes partenaires dans le domaine du CRM et le nombre de ventes effectuées. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je pars du tunnel et je la colle, je colle mon activité à cette méthode, à ce tunnel-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder en fait quel est mon trafic. Grosso modo, je l'ai dû faire sur 3 mois ou 6 mois. Ensuite, j'ai regardé ici quelles étaient les pages les plus visitées. J'ai fait une analyse avec SEMrush pour savoir quels étaient les mots-clés qui étaient les plus générateurs de trafic. Et comme ça, j'ai pu savoir également le nombre d'abonnés à ma newsletter. Ça, c'était le nombre de la conversion. Et donc, je suis parti en fait d'un truc simple. L'analyse, après, factuelle de mon business grâce au tunnel AR. Donc, en fait, voilà, j'ai grosso modo X milliers de visites par mois. J'ai 270 mots-clés qui ont été référencés. Sur les 270 mots-clés, j'ai quasiment tous qui sont dans la bonne thématique. J'ai après un taux de conversion de 6,36% de personnes. Donc en fait, sur un site internet, ce qui est bien, hein, parce que généralement sur un site web, on a un taux de conversion entre 1 et 2%. Moi, je suis grosso modo à 6,36, donc je suis vraiment au-dessus de la moyenne. Donc c'est pas là que ça pêche. Le trafic, comme je le disais, il fait, le site fait, allez, on va dire, je sais plus sur la période que j'avais analysé, il y avait 4500 personnes. Donc, voilà, donc ce qui est pas mal pour un site de niche. Donc le trafic était pas mal, les mots-clés étaient pas mal, la conversion était très bonne. Par contre, au niveau rétention, comme je disais, j'avais uniquement 8,30% d'ouverture du deuxième message. Et je m'étais rendu compte en fait que j'avais fait que 2 messages de marketing automation. Donc forcément, j'avais des gens qui arrivent sur le site, donc un trafic qui est plutôt bien cadré. J'ai ensuite une très bonne conversion. Par contre, après, plus rien. Les gens ils lisent plus et j'ai que 2 messages. Donc, ils reçoivent 2 messages et c'est fini. Alors, c'est pas tout à fait fini parce qu'ils reçoivent de manière à peu près mensuelle une invitation pour un web séminaire, des choses comme ça, mais il n'y avait pas de tunnel de vente derrière. Donc, en fait, là, c'est un petit là, il y a un petit souci. Ensuite, la recommandation, comme je le disais, je n'en avais pas du tout, et c'est pas l'objet, je ne comptais pas le faire là. Et après, niveau revenu, j'ai à peu près 1% des gens qui prennent un produit payant. Donc là, encore une fois, c'est pas génial non plus, mais bon, 1%, c'est, on va dire que c'est un petit peu acceptable. C'est pas dément, mais bon, c'est pas mal. Donc en fait, ouais, j'ai mon tunnel, je sais où ça pêche et je sais où ça va bien. Donc en fait, je me dis, ok, d'accord, j'ai identifié où ça allait pas bien, c'était dans la partie email, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va mesurer en fait ce qu'on va faire et on va utiliser la méthode SMART, Smarter, hein, c'est-à-dire qu'on va définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, et éventuellement excitant et récompensé si ça se passe bien. Donc le but était simple, c'est ça, c'est identifier où on doit concentrer ses efforts, définir des objectifs raisonnables. Donc là maintenant, une fois que on sait où ça va pas, il va falloir passer à la méthode foisonnement des idées. Alors, le foisonnement des idées, en fait, c'est dire ok, dans mon cas de figure, comment je peux faire pour améliorer le taux d'ouverture des emails et comment je peux faire pour avoir plus de messages. Là, c'était relativement simple, hein. C'était se dire, ok, je vais déjà mettre en place un tunnel de conversion, donc je vais faire 7 messages qui vont arriver derrière. Ensuite, je vais travailler un peu le message, je vais humaniser, personnaliser, et puis je vais ajouter, comme je le fais habituellement, des messages qui sont assez sympas, que j'utilise, comme c'est par exemple, je suis un titre qui est, je suis disponible cette semaine,
j'ai un créneau libre cette semaine, on s'appelle. Vous mettez ça en objet de message, ou est-ce qu'on se voit, ou vous mettez un message, est-ce qu'on se voit cette semaine, ou est-ce que vous seriez disponible cette semaine. En fait, un petit truc qui impacte les gens, ils se disent merde, putain, j'avais un rendez-vous avec cette personne-là, ou alors est-ce qu'on peut se voir cette semaine. Voilà. Et vous mettez ça, les gens disent merde, est-ce qu'on peut se voir cette semaine, c'est qui ce gars-là, j'ai oublié un truc, et là vous mettez un prétexte dans votre marketing automation qui est tout le temps vrai en disant voilà, cette semaine j'ai des créneaux libres pour des rendez-vous, j'ai un ou deux rendez-vous qui s'est annulé, je suis libre pour un rendez-vous express de 30 minutes, est-ce que vous seriez disponible pour qu'on puisse en discuter et que je puisse vous présenter tel truc ou qu'on puisse faire ensemble un audit de votre situation, etc., etc. Donc avec ça en fait, ça va vous permettre de faire un truc un peu plus humain. Donc voilà, vous listez un petit peu quels sont les outils que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer ce fameux taux de conversion sur cette étape. Pour cela, en fait, il y a une méthode qui est intéressante pour choisir les idées. Parce que là, vous allez foisonner, ça peut être, comme je disais, les 7 messages, ça peut être la personnalisation, ça peut être, par exemple, changer de solution d'emailing, ça peut être, voilà, vous listez toutes les idées. Ensuite, il faut choisir la bonne. Donc, pour ça, la méthode ICE, vous êtes pas mal, puisqu'en fait, la méthode ICE permet de dire, OK, sur une note de 1 à 5, parfois c'est une note de 1 à 10. Alors moi, je préfère mettre des notes de 1 à 10 parce que si vous mettez des notes de 1 à 5 pour chaque option, vous allez finalement avoir des notes qui sont relativement proches. Donc, vous allez mettre une note de 1 à 10 sur l'impact de votre business de cette idée-là, le coût de mise en œuvre, et c'est pas juste le coût d'achat, c'est le coût de mise en œuvre, le temps, les efforts, etc., etc. Et le troisième point, c'est les efforts. C'est les efforts, est-ce que ça va être compliqué ou pas, parce que ça peut être pas trop cher, mais s'il faut, par exemple, se former, etc., ça peut être compliqué. Donc voilà, vous avez comme ça une petite grille, vous avez chacune des idées que vous avez mis. Voilà, quel est l'impact? L'impact, par exemple, ça va donner un 8 sur 10 si je fais mes 7 messages. Ensuite, si je mets de la personnalisation, ça va être un impact de 6 sur 10. Après, le coût de mise en œuvre, les 7 messages, ça va me prendre quand même, m'utiliser une solution de marketing automation, ça va me prendre 1 heure. Bon, ok, on va dire que ça va être un coût en fait, bien sûr, un coût inversé, hein, pour que ça soit intéressant. Le coût, en fait, il fait, par exemple, de 7. Alors, 7 10 étant pas cher et 1 étant très cher, bien entendu. Le but, c'est d'avoir un truc qui offre le plus de points possible. Donc voilà, donc le coût de mise en œuvre. Et ensuite, le dernier, c'est l'effort. L'effort, c'est un petit peu aussi l'envie. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que vous allez devoir vous battre pour ce truc-là? Et là, en fait, vous dites, voilà, marketing automation, faire les 7 messages, la personnalisation, ça va être un truc vachement sympa. Donc là aussi, j'y mets un point, par exemple, de 7. Voilà. Et donc, vous listez à chaque fois les trucs et après, vous faites un choix selon ces 3 premières notes. Voilà. Donc c'est après, si vous avez si vous êtes dans une grande entreprise ou une PME, il faut faire un mini business plan, sur les 3 idées qui ont le plus de points. Et donc en fait, vous allez dire voilà quels sont les gains attendus. Par exemple cette idée-là, je pense qu'on peut augmenter de 10%, 20%, ça permet de gagner tel ton de trucs, etc., etc. Ça va nous coûter, en temps, en heure, en solution, ça va coûter par exemple 300 €. Mais par contre, en gain estimé, je pense que ça nous permet d'augmenter de 20 à 30% les ventes. Donc, ça nous permet peut-être de faire 800 €. Donc, en fait, on a un gain de temps. Voilà. Ça vous permet en 3-4 secondes de réfléchir. Alors, pourquoi il faut faire ça? Il faut faire ça, en fait, tout simplement parce que dans le monde actuel, les ressources sont limitées. Et il faut mieux toujours passer plus de temps à réfléchir qu'à mettre en place. Plus vous penserez en amont aux solutions, mieux ça sera. Voilà. Donc en fait, vous faites comme ça votre petit business plan et après vous choisissez 1 à 2 idées. Alors pourquoi je mets 2 idées et pas une idée? Tout simplement parce que des fois il y a des quick wins. Les quick wins, en fait, c'est un truc qui peut être mis en place super rapidement. Vous dites ouais, attends, si je mets ma photo, si je change le titre, je vais pas le considérer comme une idée growth hacking parce qu'en fait, avec la méthode ICE, en fait, c'est un truc que je ferai en 5 minutes. Donc généralement, vous avez ce truc-là. Que vous pouvez faire vraiment super rapidement. Donc là, après, vous avez votre plan d'action, vous avez vos messages. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Tout simplement, j'ai créé ces 7 messages, j'ai mis de la personnalisation, etc., etc. J'ai aussi fait un truc assez intéressant, c'est que j'ai créé une adresse email de fille. Alors, pourquoi je l'ai fait? Et encore une fois, c'est des trucs qui sont un petit peu fun, c'est des petites idées, comme je dis, quick and dirty, parce que je sais d'expérience que quand on envoie un email qui est envoyé par une femme,
et surtout s'il n'y a pas de nom d'entreprise, vous aurez un taux d'ouverture qui sera meilleur. Donc en fait, si vous abonnez sur ce site-là, comparatif-crm.com, vous allez voir qu'à un moment donné, il va y avoir Sabrina qui va vous écrire et qui va dire bonjour, je ne sais plus ce qu'elle va vous dire d'ailleurs, elle va vous dire voilà pourquoi il faut absolument mettre en place un CRM maintenant, blablabla. Alors, vous allez me dire, je suis du dédoublement de personnalité, je suis en train d'inventer une personne. Je dirais oui et non. Oui, parce que c'est moi qui ai écrit le message, mais non, parce que Sabrina existe vraiment, c'est mon assistante virtuelle en fait qui permet de m'aider. Voilà. Plus important, les points urgents, pas toujours facile à réaliser. Et ça, c'est les priorités qui sont toujours un peu complexes. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ces actions-là, en fait, au bout de 2 semaines, grosso modo, un cycle plutôt court, vous allez faire un mini-bilan. Alors, pourquoi 2 semaines parce que tout simplement, à chaque fois que moi je fais des tests, que ce soit des tests de formulaire, que ce soit des tests en fait d'annonces publicitaires, etc. Je laisse toujours au minimum 2 semaines parce qu'autrement, on n'a pas suffisamment de recul. Si on laisse uniquement pendant, on va dire, une semaine, parfois les résultats sont pas suffisamment probants et puis surtout c'est vraiment comment dire complexe d'avoir un rythme de fou tout le temps et on n'a pas le temps de prendre de recul. Donc en fait moi je conseille plutôt de faire comme ça des mini sprints en fait de 2 semaines et après tout simplement vous allez regarder ça. Alors quels ont été les résultats de cette action? C'est très simple. Après un jour, alors je l'ai pas fait plus tard. Je pourrais d'ailleurs actualiser les stats. Mais un jour après avoir fait ça, tout simplement, j'ai eu des taux d'ouverture de 66% et 33% de clics. Donc en fait, ce qui était quand même vraiment pas mal, puisque à l'initial, j'étais à 42% de taux d'ouverture pour les premiers messages. Donc j'ai vraiment fait une progression vraiment très très importante en 2 secondes. Et c'était uniquement un petit travail qui m'a pris 2 heures. Voilà. Donc voilà, ça c'était la méthode, comme je le disais, vous pouvez l'appliquer pour vous de manière très simple, modélisation du tunnel, identification des points prioritaires, et ensuite vous listez des solutions, vous priorisez les idées, vous essayez de faire un mini business plan, vous testez rapidement 1 à 3 idées, et vous faites vos tests et vous analysez les ROI. Voilà. C'est vraiment simple. C'est pour ça que le growth hacking, il n'y a rien de magique. C'est juste avoir une méthode structurée qui permet en fait de rationaliser ses ressources, rationaliser son temps et pas tout simplement toujours faire des choses qui sont les plus simples, les plus évidentes, mais vraiment aller à l'essentiel et essayer d'aller vraiment optimiser son temps un maximum. Alors oui, c'est vrai que là on a parlé un peu de growth hacking. Le growth hacking, c'est aussi pas mal d'outils qui sont assez intéressants et qui permettent vraiment de gagner du temps. Moi, j'utilise très régulièrement des outils. Vous avez pas mal d'outils d'automatisation. Là, je suis en train de tester des outils comme Octoparse aussi, les Phantom Buster, qui sont des outils en fait qui permettent de faire des scripts en fait pour automatiser un certain nombre de tâches. Il y en a quand même pas mal, mais aussi des petits scripts qui existent, par exemple, pour ajouter en masse des personnes sur une page Facebook, pour les inviter, vos amis à vous. Je parle bien de vos amis à vous, pour les inviter à aimer votre page Facebook, qui viennent juste reproduire en fait le clic en fait d'une personne. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que le fait d'avoir en fait des machines. Moi, j'utilise également aussi des assistants virtuels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir demander à des personnes de pouvoir travailler pour vous en offshore pour des salaires qui sont entre, on va dire, 5 € de l'heure, grosso modo, pour des tâches super simples. Moi, par exemple, je vous donnerai un exemple. Encore, alors, c'est pas vraiment du growth hacking. Je mettrais que c'est du web marketing limite growth hacking. Si vous allez en fait, hop, je vais vous mettre dans le live. Voilà. Vous allez pouvoir aller regarder ici. Tiens. Mon compte SoundCloud. Alors pourquoi je vous mets SoundCloud? Parce qu'en fait, tout simplement, pendant très longtemps, j'avais un podcast sur Audioboom, qui est une solution de podcast concurrente à SoundCloud. Alors moins de trafic, etc. Mais bon, c'est une solution que j'avais utilisée il y a très longtemps parce que je voulais faire de la transcription offshore grâce à ça. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, tiens, il y a une certaine audience sur SoundCloud, à moi de m'en occuper. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, en fait, tout simplement, j'ai fait transférer en offshore
la moitié de mes podcasts sur SoundCloud. Donc tout d'un coup, je me retrouve avec, allez, si je regarde un peu, je sais pas combien j'en ai exactement, mais j'ai 450 podcasts comme ça tout d'un coup qui sont arrivés. Donc voilà, une première visibilité. Mais ensuite, après, je me suis amusé aussi à faire d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon petit assistant à distance d'aller voir les gens qui travaillaient dans le marketing. Voilà, taper dans le marketing, hop, taper marketing dans le moteur de recherche de SoundCloud. Et là, tout d'un coup, vous pouvez trier par lieu et on va aller taper, par exemple, voilà. Et je sais qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient dans le marketing. Par exemple, là, il y a Marketing Mania. Il y a également Web Marketing Junkie. Hein. Voilà, on va taper ça. Hop, Marketing Mania. Voilà. Web Marketing Junkie, un peu importe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la liste de leurs fans qui apparaît. Et donc, en fait, vous avez ou mieux encore, ça aussi c'est assez sympa, c'est-à-dire que vous pouvez regarder sur leur podcast. Là, il y a 496 abonnés, donc par exemple sur Marketing Mania. Donc bien sûr, j'ai demandé au début à mon petit assistant de dire tiens, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller cliquer automatiquement sur suivre pour toutes les personnes qui suivent le podcast, sauf ceux qui ont un nom de user qui s'appelle justement user. Voilà, et tu vas le faire à la main. Et comme ça, en fait, j'ai eu 500, enfin, je sais plus combien. J'ai suivi un maximum de personnes et je sais plus combien j'ai d'abonnés maintenant. J'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques dizaines, je vais vous dire la vraie vérité, j'en ai 107. Et donc, en fait, comme ça, je suis allé chercher un petit peu ces gens-là en regardant les gens qui commentaient le plus les podcasts, les gens qui aimaient le plus les podcasts. Et comme ça, en fait, hop, ça me permet immédiatement de savoir qui aime les podcasts, telle thématique, et de les récupérer comme amis, bien sûr, enfin, abonnés. Enfin, quand je m'abonne à eux, ils voient que je m'abonne à eux, donc ils vont regarder ce que je fais, ils regardent les podcasts, et tac, je me dis, tiens, je peux avoir des clients. Comme ça, les prospects comme ça. Et ainsi, j'ai pas mal de gens maintenant qui me disent ouais, je te connais grâce au podcast. Alors j'ai que 107 abonnés, ok, c'est que le début, je l'ai fait il y a 2 semaines, 3 semaines à moi. Là aujourd'hui, j'ai eu qu'une dizaine de lectures, c'est pas énorme, mais bon, ça commence un petit peu à être au début. Et donc c'est un petit outil simple une petite astuce simple pour aller comme ça ajouter des personnes. Après, pour aller avoir de la notoriété sur une nouvelle plateforme qu'on ne possède pas vraiment. Après, bien entendu, l'idéal, c'est de passer plutôt par un script, comme je le disais, parce que faire par une personne, ça n'a pas beaucoup d'intelligence. Si on peut le faire à la main, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Mais aller distinguer les gens qui sont users, des gens qui s'appellent Toto, Titi, Tata, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça, en fait, que j'avais demandé à une personne de le faire et je ne l'avais pas fait de manière automatique. Donc voilà, donc une petite astuce qui mange pas de pain. Si vous avez des vidéos YouTube, puisqu'en fait, je le fais également avec des vidéos YouTube. Si vous n'avez pas de tuto, mais par exemple un live comme on l'a fait là, et tout simplement, ça va être fait la même chose. Je vais le downloader, je vais le mettre sur YouTube, je vais le mettre sur mon SoundCloud, et en fait, tout ce qui est texte, en fait, vous pouvez le réutiliser en multi-support sur SoundCloud par exemple ou Audioboom pour en faire un podcast. Bon, je crois que on va pouvoir s'arrêter là.